Bonsoir. Le Sénat est au complet. 30 sénateurs nommés par le président de la République rejoignent les 70 élus à l'issue du scrutin du 25 mars dernier. Très attendu maintenant, la session de plein droit le 24 avril prochain qui verra l'élection d'un nouveau bureau de la Chambre haute du Parlement avec à sa tête un président, poste tenu jusqu'ici par Marcel Niat Ndjifendi, reconduit parmi les 30 par le chef de l'État. Cette semaine également, on a beaucoup parlé de la tournée régionale du ministre de l'administration territoriale qui, après Bamenda et Boya et Bafoussam, s'est rendu à Douala dans le littoral. Tout cela dans un contexte fait d'engagement fort dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme et également dans la réaffirmation du caractère indivisible du Cameroun et du respect des institutions républicaines. Paul Ndjiyatanga, le ministre de l'administration territoriale, est l'invité d'actualité hebdo ce soir. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ibrahim Chérif. Alors, on va commencer par le Sénat. 87 sénateurs sur 100 pour le RDPC. Alors, est-ce que le parti dont vous êtes membre ne sait pas que l'obésité est une maladie? Alors, je vous réponds en disant clairement que c'est une illustration, que le RDPC est bien implanté au Cameroun et que le RDPC se porte bien. Ensuite, vous savez, le RDPC fait un travail formidable sur le terrain depuis des années. Et le président national, son Excellence, M. Paul Biya, nous a toujours dit qu'une élection n'est jamais gagnée à l'avance. Donc il faut travailler pour gagner une élection. Donc le résultat, c'est la logique du travail. C'est-à-dire que ça ne vous surprend pas. Si le SDF n'avait pas gagné dans le Nord-Ouest, ça aurait été, on va dire, encore plus grave. Et je dirais même que la victoire du SDF dans le Nord-Ouest est assez étriquée, hein, 48%, 50%. Juste quelques petits... Voilà, donc vous voyez que, bon, non, c'est la bonne santé du RDPC qui s'exprime. Mais dans le Nord-Ouest, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était un vote sanction contre ce qu'on pourrait appeler l'élite politico-administrative de cette région que vous représentez, justement? Ah, je ne le représente pas, mais je dis... Vous, entre autres. Oui, de toutes les façons, c'est une élection. Elle est ouverte et vous savez qu'avant cette élection, quel est l'écart entre le RDPC et le SDF? C'est quoi? 23 conseils municipaux. Vous savez, à la veille de ces élections, il y a des gens qui ont envoyé les messages de menace, comme d'habitude, les terroristes, en disant que si ceux qui vont aller voter, ils sont ciblés, et puis on va les assassiner. Bon, il y en a qui n'ont pas pu se déplacer, mais car cela ne tient globalement. Bon, par exemple, mais il y en a qui disent également que c'est parce que simplement le SDF est majoritaire dans cette région-là. Je ne crois pas tout à fait parce que selon les statistiques officielles, de toutes les façons, le RDPC a plus de mairies dans le Nord-Ouest que le SDF. Et puis, quand vous regardez les statistiques des conseils municipaux, le RDPC, comme je disais, a 527 conseils municipaux. Le SDF en avait, je crois, 502 ou 503. Donc, alors, si les conseils municipaux du RDPC s'étaient déplacés pour aller voter. Bon, je crois que la donne. Malgré tout cela, je crois quand même que c'était assez serré. Donc c'est une démocratie de toute façon dans le département de la Mézam où j'ai coordonné. Il y a 91 conseils municipaux. Il y a eu 99 votants. Donc vous voyez que... Vous avez piqué des électeurs au niveau du SDF. Tout à fait. Comme ils l'ont fait dans d'autres départements. Dans d'autres départements. Voilà, nous avons gagné dans le département de la Momo, mais nous on a perdu par exemple 19 conseils municipaux. Nous avons gagné dans le Gorkitundia, nous avons perdu 9. Bon, la somme des voix perdues... On est en pleine démocratie. On est en pleine démocratie. Mais il y a un autre problème, si l'on peut dire. Cette élection, les sénatoriales se déroulent, on est dans un contexte dit de crise anglophone et ça se lit dans les journaux depuis que justement, notamment la liste des 30 sénateurs a été publiée. Les anglophones vous disent, nous ne voulons pas de la présidence du Sénat. Comment vous interprétez ça? Je ne peux pas faire de commentaires parce qu'il ne nous appartient pas de prendre cette décision ou de commenter sur un domaine qui ne regarde que le chef de l'État. Il faudrait que les gens soient sérieux. Vous savez, le chef de l'État a été élu par le peuple camerounais souverain maître de son destin. Et le chef de l'État a le pouvoir régalien.
il décide de manière discrétionnaire. Donc, c'est le chef de l'État qui décide de qui va occuper quel poste. On ne peut pas présager, on ne peut pas même émettre des avis sur un domaine qui ne regarde que le chef de l'État. Donc, vraiment, je crois qu'il faudrait il faut élever le débat. Nous sommes des intellectuels. Le chef de l'État a été élu par un peuple. C'est le chef de l'État qui définit la politique de la nation. Il faut que cela soit clair. Et c'est le chef de l'État qui décide de comment il va donner des orientations politiques. Donc, le débat sur la nomination d'un président du Sénat dépend du chef de l'État, du bon vouloir du chef de l'État. Et il serait malsain que les gens en fassent des commentaires. Nous parlerons des postes tout à l'heure, Monsieur le ministre. Monsieur Paul Njiyatanga, ministre de l'Administration territoriale, merci donc de votre disponibilité et merci de vous prêter ainsi à nos questions. Nous parlerons de la crise anglophone, nous parlerons également de la vie et de la sécurité dans nos régions, nous parlerons du contrôle des armes à feu, entre autres dans cette émission. Actualité hebdo, sons et images de la semaine qui s'achève, le Sénat et les 100 sénateurs. La Chambre haute du Parlement est au complet avec la nomination des 30 sénateurs par le président de la République. Le ministre de l'Administration territoriale sur le terrain, en même temps qu'il ferme des armureries dans certaines régions du pays. Et puis la deuxième convention du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui s'est tenu ce week-end à Yaoundé. Maurice Kamto, candidat du MRC à l'élection présidentielle prochaine. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité à Actualité Hebdo. Notre invité ce soir, Paul Atangandji, ministre de l'Administration territoriale. A tout de suite. Monsieur le ministre, un mot encore sur le Sénat. Lorsqu'on voit cette configuration, là, tout à l'heure je vous disais 87 sur 100, vous vous dites, bon, c'est parce que simplement le RDPC s'est bien préparé et donc c'est le résultat du travail qui a été effectué à la base. Mais quand même, est-ce qu'il n'y avait pas lieu, vous allez me dire que vous ne commentez pas la décision du président de la République, mais sur les 30, on aurait pu penser à peut-être constituer un groupe parlementaire pour le SDF. Une fois de plus, je dis, le président de la République dispose des pouvoirs discrétionnaires. Et sur la base de ces pouvoirs donnés par la Constitution, il nomme les sénateurs. Alors, j'ai vu qu'il y a quand même l'UNDP qui a eu des sénateurs nommés, il y a l'ANDP qui a eu des sénateurs nommés, et l'UPC, ainsi de suite. Donc, MDR et autres. Donc, je crois quand même qu'il a fait le juste milieu et le juste partage des sénateurs nommés. Je crois que ce qu'il aurait fallu faire pour les autres, c'est de lutter pour gagner les sénateurs. Parce que nous avons 70 sénateurs élus et 30 sénateurs nommés. Donc, ceux qui avaient travaillé sur le terrain ont pu grader il y avait 5 partis politiques dans la course. Mais à l'arrivée, vous voyez les résultats. Donc je crois que le RDPC s'est bien préparé pour ces élections et les résultats reflètent la réalité politique au Cameroun. Il y a un parti qui est bien implanté, qui constitue, n'est-ce pas, on peut dire par exemple une machine électorale, et puis les autres qui se débrouillent encore, mais qui ne peuvent pas encore atteindre le niveau du RDPC, disons les choses honnêtement. C'était simplement l'échauffement pour la présidentielle à venir. Le RDPC est fortement mobilisé pour cette présidentielle. Nous allons faire un tour du côté de nos machines, Monsieur le ministre, pour voir un peu à quoi ressemble justement ce Sénat tel qu'il est constitué aujourd'hui, après l'élection sénatoriale et également après la nomination des 30 par le président de la République. Séverin Alégambélé. Le scrutin du 25 mars 2018 a dévoilé son verdict. Sur les 9 formations politiques en compétition, seuls le RDPC et le SDF se sont répartis les 70 sièges. La nomination des 30 sénateurs complète la coupe, donnant lieu à une nouvelle configuration de la Chambre. La deuxième législature, contrairement à la première, qui comptait 6 partis, accueille 7 formations politiques, dont le RDPC, le SDF, l'UNDP, l'ANDP, le MDR, l'UPC et le FSNC. L'UPC est le nouveau venu dans la famille qui s'est agrandi avec 2 sénateurs de l'UNDP dans la Damawa et le littoral. Une évolution à noter, 25 femmes font leur entrée au Sénat en 2018. Elles étaient au nombre de 20 à la précédente mandature. Un pas de plus vers l'intégration de la femme dans la gestion des affaires politiques. Comparativement à la première législature, seul le RDPC disposera d'un groupe parlementaire au Sénat. En 2013, le SDF en avait un parce qu'ayant obtenu 14 sièges à l'ouest et dans la Damawa. Toute proportion gardée, on peut s'accorder à dire que le vote du 25 mars a fait un premier tri
et l'acte de nomination du président de la République procède à quelques ajustements tenant compte du jeu des alliances et équilibres politiques. Mais au final, le Sénat, première et deuxième mandature, c'est 70 membres élus, 30 nommés. Beaucoup de visages connus, un objectif constant, faire avancer le processus de décentralisation en collaboration avec l'exécutif. Monsieur le ministre, laissons de côté le Sénat et parlons de la tournée que vous avez entreprise ces derniers jours dans les régions du Cameroun. À peine avez-vous été installé que vous avez commencé cette tournée dans les régions. Et d'abord, Bamenda et Buea. Est-ce qu'il y avait vraiment urgence à aller dans ces régions-là? Alors, je tiens d'abord à vous dire que ma descente sur le terrain résulte des très hautes instructions de son Excellence, Monsieur le Président, le plus chef de l'État. Vous savez, le ministre de l'administration territoriale est un ministère important et puis le ministre ne peut pas prendre une initiative sans l'aval du chef de l'État. Donc c'est le chef de l'État qui m'a demandé de descendre sur le terrain pour dialoguer et apporter le message de réconfort et le message de paix aux ressortissants des régions concernées. Quelle est la situation que vous avez trouvée à Bamenda Buea, dans le nord-ouest d'une manière générale? Ça va pas dans cette zone-là? J'ai dit globalement, la situation est sous contrôle. Ça, je tenais à le dire, globalement, la situation est sous contrôle. Il y a eu des perturbations, il y a eu des violences, il y a eu des atrocités commises par des sécessionnistes, mais globalement, la situation est sous contrôle. Nous avons discuté avec les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité. Ils nous ont fait un bilan de la situation, en compte rendu des différentes activités sur le terrain. Je dis globalement, la situation est sous contrôle et le chef d'État a tenu à féliciter les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité qui, malgré les provocations, ils ont été violentés. On a saccagé les commissariats de police, les brigades de gendarmerie, on a même tué les forces de défense. Mais ils ont gardé leur sang-froid et ils ont fait le travail de maintien de l'ordre sans aucun excès. Monsieur le ministre, il y a une question que, on va dire, tout le monde se pose. Qui sont les preneurs d'otages et autres poseurs de petites bombes par-ci par-là dans le nord-ouest et le sud-ouest? C'est qui exactement? Mais j'ai dit, c'est des bandits de grand chemin. Parce qu'au départ, on nous a dit qu'il y avait des revendications des avocats et des enseignants. Pour la plupart, le chef de l'État a apporté des solutions idoines. Je dirais même que le président de la République allait au-delà de tout ce que les gens, les réclamations, il a donné beaucoup plus de solutions qu'attendaient les enseignants et les avocats. Mais aujourd'hui, nous avons affaire à des bandits de grand chemin, des sécessionnistes qui veulent remettre en cause, n'est-ce pas, l'unité nationale, ce qui est inacceptable. Donc je dis, voilà, ce qui se passe aujourd'hui, bon, on prend des otages, on demande l'argent et puis bon. Vous savez que c'est quelque chose qui est inacceptable. Donc je dis aujourd'hui, le grand banc d'hier, c'était des revendications corporatistes. Qui ont été satisfaites. Qui ont été satisfaites. Et après, maintenant, il y a eu cette tentative, n'est-ce pas, de diviser le Cameroun en prenant la création d'un État qui ne peut pas exister, bien évidemment. Et aujourd'hui, c'est le grand banditisme. Donc la responsabilité, c'est ceux qui ont commencé tout cela. C'est eux qui ont commencé. Alors aujourd'hui, ils sont incapables même de maîtriser ce qu'eux-mêmes ils ont. Alors, quelque chose qui a un lien avec cela, c'est l'activité des mototaxis. On a interdit cette activité-là dans ces deux régions-là. Pourquoi? Bon, nous, à travers les rapports de la police et des forces de sécurité, les autorités administratives, nous avons constaté que 90% de toutes les atrocités commises étaient planifiées et exécutées par les conducteurs de mototaxis. Alors, donc, quand les sécessionnistes arrivaient ou les terroristes, ils recrutaient les mototaxis. Et puis, ces conducteurs-là vont quelque part, dizaines, vingtaines, pour saccager soit un commissariat de police, soit brûler une école, soit brûler les centres de santé, soit brûler des collèges. Et puis, quand on a vu comme ça, on a donc dit qu'il fallait d'abord interdire dans certaines localités pour mettre de l'ordre dans la profession. Alors, il y a quand même un paradoxe, monsieur le ministre. Vous arrivez, vous offrez des casques à certaines associations de mototaximens, vous arrivez avec ce qu'on pourrait appeler l'arbre de la paix pour prôner le dialogue, si l'on ose dire, et au sortir, on prend la décision d'interdire cette activité-là. Quelle est la cohérence de tout cela? Mais c'est extrêmement cohérent. L'arbre de la paix, donc, le chef de l'État m'a dépêché. Il m'a dit, allez discuter. Parce que c'est ça le dialogue. On discute avec les institutions, on discute avec ceux qui ont un mandat, ceux qui peuvent parler au nom des citoyens. Donc
les autorités religieuses, les chefs traditionnels, les enseignants, ceux qui gèrent les syndicats, les associations, les conducteurs de mototaxi. Mon langage est clair. Je leur ai donné l'arbre de la paix en disant que vous êtes vous-même les messagers de la paix. Est-ce qu'il y a une forte signification dans cette zone-là? Tout à fait, parce que bon, tout le monde parle du dialogue, mais le chef de l'État parle de la paix et de la réconciliation. Et le chef de l'État va plus loin en disant qu'on ne peut pas construire dans le désordre. D'ailleurs, le désordre ne profite à personne. Donc il était question de sensibiliser les gens en leur disant que ceux qui brûlent, qui incendient les commissariats de police, qui brûlent les écoles, qui violent les filles, qui poignardent les gens, qui tuent les militaires, ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ils ne viennent pas de Jupiter, encore moins de Mars, ni de Saturne ou de Mercure. Ils vivent avec nous. Donc chacun a la responsabilité d'éduquer, n'est-ce pas, ses frères. Donc il fallait donc passer ce message en leur disant ceux qui sont en brousse doivent quitter pour rentrer dans la République. Parce que tôt ou tard, ils feront face à la justice. Et vous savez, la justice fera tout son travail. Donc nous leur disons, si vous avez des doléances, d'ailleurs le chef de l'État l'a si bien dit, le président Paul Biya a dit, vous n'avez pas besoin de prendre le chemin du maquis pour exprimer vos doléances, ou vos pensées ou vos opinions. Donc le Cameroun, c'est un pays démocratique, et d'ailleurs le chef de l'État a souvent dit que le processus démocratique est irréversible. C'est ce que le chef de l'État lui-même dit. Alors ça veut dire qu'il y a de la liberté, mais il faut en faire bon usage. On ne peut pas, au nom de la liberté, poser des actes répréhensibles. Donc il fallait éduquer les gens. Voilà pourquoi j'ai rencontré les conducteurs de mototaxi, Ibrahim. Qu'est-ce qui se passe? Il travaille sur la base d'un décret du Premier ministre. Mais ce décret n'est pas respecté. Le décret dit qu'il faut vous faire identifier. Ensuite, la moto doit être immatriculée. Ensuite, la moto doit travailler géographiquement. Dans un périple donné. Exactement. Mais ce n'est pas respecté. Mais néanmoins, le chef d'État demande, il faut de la pédagogie. Donc, il faut éduquer les gens en leur disant que, bon, voilà ce que vous devez faire. Il y a un décret du Premier ministre qui doit être respecté. Donc, on est ce qu'on appelle, ça c'est la période de la sensibilisation. Et on doit éduquer les gens. Et d'ailleurs, les conducteurs nous ont dit que d'ailleurs, nous vous disons merci, et ils disent que bon, tout n'est pas mauvais, qu'on va extirper de nos rangs ceux qui commettent des atrocités. Ils ont fait cette promesse formelle, et depuis 2 semaines, nous voyons ce qui se passe. Nous avons récupéré les armes, on a récupéré les caches d'explosifs grâce à l'aide des conducteurs de mototaxi. Est-ce que cela veut dire que dans les semaines ou les jours qui suivent, on va lever l'interdit? De toute façon, les gouverneurs et les préfets territorialement compétents ils aviseront. Ils vont faire une évaluation de la situation. Et c'est sur la base des recommandations des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets que nous verrons si on peut lever les interdictions là où nous avons interdit ces activités. Donc voilà, nous travaillons sur la base des rapports, mais faits par les autorités administratives. Monsieur le ministre, vous allez donc dans le nord-ouest, le sud-ouest, vous rencontrez les autorités traditionnelles et puis les autres corps constitués, si l'on ose dire, de ces régions-là. Et vous dites dialogue, dialogue. Alors, on dialogue avec qui? Simplement ces autorités traditionnelles, ces responsables syndicaux et autres? Mais de toute façon, le chef de l'État dit en fin d'année qu'on va dialoguer, mais dans un cadre institutionnel. Et puis le Premier ministre, chef du gouvernement, avait déjà commencé ce dialogue. Et le Premier ministre était à Bamenda. Je crois qu'il a longuement reçu les syndicats, des enseignants, des mototaxis, les religieux, les chefs traditionnels, et chacun a donné une idée, chacun a donné des propositions. Et le Premier ministre, quand il est venu, il a fait un rapport au chef de l'État. Et c'est sur la base de ces rapports du Premier ministre que le chef de l'État a pris d'importantes décisions, n'est-ce pas, pour apporter des solutions. Vous voyez, par exemple, le code OHADA, le traité a été traduit en anglais. On a créé, n'est-ce pas, une section à la Cour suprême, et puis c'est un magistrat anglophone qui a été nommé. Ça fait partie des revendications. On a recruté plus de 1000 enseignants. Bon, vous voyez, ça fait partie des doléances présentées. Donc, quand les doléances sont légitimes, quand elles sont fondées, généralement, je crois que le chef de l'État... Bon, Monsieur le ministre, comment vous comprenez ou vous expliquez ce que d'aucuns appellent le dialogue inclusif? Alors, le dialogue inclusif, c'est un mot, à mon avis, qui n'a pas de sens. Il y a un dialogue dans un cadre institutionnel. C'est ça que j'ai apporté comme message. Et je dis que, bon, quand on parle de dialogue inclusif, je ne sais pas si on fait allusion à la table ronde, ou je ne sais pas si les gens vont se retrouver dans une salle. Non, il ne s'agit pas de cela. Le dialogue, c'est discuter avec ceux qui ont un mandat, ceux qui peuvent discuter, ceux qui peuvent valablement faire des propositions. Et c'est ça, les chefs traditionnels. Il y a les évêques, les pasteurs qui ont des écoles, et puis il y a des députés, il y a les autorités religieuses, il y a des sénateurs, il y a les hommes politiques. Donc le dialogue, il est ouvert. Moi, je suis Minat, vous venez aujourd'hui, vous faites des propositions. Moi, je fais des analyses et je transmets
vos propositions au chef Donc, d'État qui vous en ne décide. parlez pas aux sécessionnistes, comme on les appelle. On ne peut pas parler à ceux qui veulent remettre en cause l'autorité de l'État. On ne peut pas parler à ceux qui brisent, qui ont tenté de briser l'unité nationale. On leur dit qu'ils n'auront jamais les moyens de combattre un État. Ils ne peuvent pas le faire, ce n'est pas possible. Donc, sache, M. Ibrahim Chérif, il y a un an, bon, les évêques, les pasteurs, les hommes politiques ont demandé au chef d'État, Monsieur le Président de la République, bon, il faut libérer les gens qui ont été interpellés. La paix va revenir, la situation va trouver une solution. Ces personnes-là ont été libérées. Le chef d'État, ils ont été libérés. Et puis les gouverneurs des régions ont été chargés même d'accueillir ces personnes libérées. Et ces personnes ont été remises à leur famille. Mais qu'est-ce qu'on a trouvé après? Mais ces mêmes personnes, le 1er octobre, étaient dans la rue en train de brandir les drapeaux d'un pays qui n'existe pas. Et ils ont vandalisé les commissariats, ils ont brûlé les brigades des gens, ils ont poignardé. On parle d'environ 75 filles poignardées sur le chemin de l'école, les enfants poignardés. Il y a eu plus de 114 cas de viol où les sécessionnistes sont entrés dans les écoles. Ils ont trouvé des filles en tenue. Ces filles ont été violées. Il y a les éléments des forces de défense qui ont été brutalement assassinés dans leur poste de travail. Alors, comment peut-on discuter avec ça? Ce n'est pas possible. Vraiment, nous sommes dans un état de droit. Et le chef de l'État, quand le président de la République recevait la secrétaire générale de Commonwealth, il a clairement dit qu'en tant que garant de la Constitution, il a le devoir, n'est-ce pas, de rétablir l'ordre et de punir les coupables. Donc voilà. Et puis, les gens ne vont pas comprendre. J'ai été sur le terrain. Vous croyez, M. Ibrahim, si votre fille avait été poignardée parce qu'elle est en train d'aller à l'école, si votre fille avait été violée parce qu'elle se rend à l'école, vous allez demander que de telles personnes soient libérées? Je crois que non, personne ne. Et à propos de libération, Monsieur le ministre, il y en a encore quelques-uns qui sont en prison, quelques sécessionnistes qui ont été pris, pour certains au Nigeria, d'autres ici même au Cameroun. Il y en a qui vous disent, à vous, au gouvernement, où sont les preuves de vie? Où sont ces personnes-là? Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais nous répondons en disant que ces gens-là vivent. Et le moment venu, mais on va les voir. Pourquoi les gens sont-ils pressés? Ils sont là. Mais je vous dis, il y a même des sécessionnistes qui ont été extradés du Nigeria. Il y en a qui avaient 70 kilos. Aujourd'hui, ils ont 85 kilos, 90 kilos. C'est-à-dire qu'ils sont bien traités en prison, bien nourris. Et il y a des médecins qui passent là-bas 2-3 fois par jour pour regarder. Donc, ils sont bien traités. Et de toute façon, M. Ibrahim Chérif, on est au niveau des enquêtes préliminaires. Les enquêtes préliminaires, c'est la gendarmerie et la police. Et après, maintenant, il y a l'information judiciaire. Et puis, le juge d'instruction va reprendre le dossier pour regarder ce qui est dedans. Et à l'issue, et puis le juge instruit à charge et à décharge. Ça, il faut le dire. Ça veut dire qu'on peut avoir interpellé 150 personnes. On ne va pas dire que les 150 personnes vont être condamnées parce que dans chaque entreprise criminelle, il y a les commanditaires, il y a les exécutants, et puis il y a ceux qui accompagnent, c'est-à-dire qui accompagnent ces gens-là. Donc, vous vous trouvez au mauvais endroit, au mauvais moment, on vient vous prendre. Donc, il faut faire confiance à la justice camerounaise. Le chef de l'État ne s'occupe pas, l'État ne se mêle pas des activités au niveau de la justice. Mais il est évident qu'à la fin de l'information judiciaire, vous savez, qu'est-ce qui va se passer? Ceux contre lesquels les preuves, les indices concordants de culpabilité n'auront pas été retenus, ils pourront bénéficier d'un non-lieu. Ceux-là seront libérés. Mais ceux contre lesquels il y a des preuves irréfutables d'atrocités commises, bon, ils vont être jugés. Mais on ne peut pas vous dire comment on ne donne pas une orientation à la justice camerounaise. Nous sommes dans un pays où la justice est indépendante. Elle fait son travail. Que les gens ne soient pas pressés. De toutes les façons, c'est le procureur de la République ou le juge qui donne les permis pour rendre visite aux détenus. Donc, quand on va arriver au moment où je peux vous dire de toutes les façons, ces gens-là vivent et ils se portent bien. Nous allons